Nous avons M. Maxime Longhi. Ce dernier est cadre de PPRD. Il représente ce parti présidentiel dans le Maghreb. Il a été plusieurs fois sur votre chaîne de radio. Aujourd'hui, il est de retour. Il devrait parler au Congolais et surtout parler du Congo. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, c'est une chaîne non polémique. Donc, quand nous nous retrouvons ici, nous voulons parler de l'avancement du pays, nous voulons parler de quelque chose qui va amener le développement du pays. Alors, bonjour, Monsieur Maxime Longhi. Oui, bonjour, Monsieur Dokaïde. Comment vous vous portez avec votre cher parti politique de la majorité présidentielle en RDC? Merci de la parole. Donc, je me porte personnellement très bien, et ainsi que le parti présidentiel de PPRD. Donc, tout se passe bien, tout le monde va bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, tout le monde va bien. Le pays ne semble pas marcher comme il le faut. Les gens se plaignent, il y a des rébellions partout, il y a l'économie qui chancelle. Est-ce que peut-on dire que le pays va bien? Oui, vous avez raison de pouvoir mentionner effectivement ce que nous avons comme problème, mais nous pouvons dire quand même qu'il y a lueur d'espoir déjà. Les choses commencent à évoluer positivement, surtout en ce qui concerne la sécurité. Tout ce que nous avons connu comme problème à l'est du Congo, je pense que vous vous souvenez qu'en novembre de l'année passée, la ville de Goma a été prise par le M23, soutenu bien sûr par leurs parrains. Ce n'est même pas un secret. Vous savez effectivement que c'est une guerre d'agression une fois de plus. Et ça a été bien confirmé par des experts des Nations Unies et par d'autres ONG également, qu'effectivement, qu'il y a deux étrangers qui sont derrière ce mouvement de M23. Et heureusement, avec la diplomatie, nous avons pu quand même négocier pas mal de choses qui a permis à ce que les M23 ainsi que leurs parrains étrangers libèrent la ville de Goma. Il y a bien sûr des négociations, il y a encore des négociations qui sont en cours à Kampala. Et bien sûr, pour essayer de trouver cette fois-ci, nous espérons, une solution définitive à ces problèmes de l'Est du pays. La situation est celle que nous connaissons, mais il y a quand même des avancées significatives et nous espérons, bien sûr, nous pouvons rassurer notre peuple que cette fois-ci, ça sera pour cette fois-ci, les choses iront mieux. On peut dire effectivement que d'ici là, le M23 en tant que mouvement militaire fera partie du passé. Ok, alors, nous allons revenir pour en parler davantage. Parlons un peu de la situation même du pays. Vous avez dit que le pays a été agressé par le M23 et leurs parrains étrangers. Et plus loin, vous avez dit l'ONU a dénoncé et les ONG. Vous ne voyez pas qu'il y a une démission gouvernementale quelque part, puisque le gouvernement ne peut pas se fier sur le rapport d'autres pays ou bien d'autres ONG qu'un service de sécurité au sein du gouvernement qui devrait sécuriser ce pays, nous donner des informations avant même que le pays ne soit agressé, Monsieur Maxime. Oui, bon, nous ne devons pas dire que nous sommes fiés, nous nous fions seulement aux rapports qui ont été publiés par les experts des Nations Unies et d'autres ONG. Le gouvernement également congolais avait initié quand même des enquêtes pour essayer de vérifier effectivement, parce que depuis un moment on a annoncé la présence des armées étrangères sur notre territoire. Mais vous savez, il s'agit d'une affaire d'État. Quand il s'agit des affaires d'État, il faut parler avec des preuves. C'était d'abord des rumeurs, il fallait effectivement chercher d'abord à vérifier l'information pour nous assurer effectivement qu'il y avait des étrangers parmi les M23. Pour ne pas porter une accusation sans fondement, sans preuve. C'est bien beau ce que vous dites là. Imaginez-vous, vous êtes un père responsable d'une maison. Il y a des problèmes avec vos enfants, il y a des problèmes dans votre maison. Alors, vous faites des enquêtes et quelqu'un de l'extérieur donne des éléments avant vous et vous dites qu'il faudrait encore prouver. Est-ce qu'il y a une certaine responsabilité dans votre chef? Mais c'est quand il ne s'agit pas d'une question de responsabilité. Nous avons mis
à la disposition de nos services les moyens nécessaires pour pouvoir vérifier l'information. Mais pendant que nous également, en tant que gouvernement, on était en train de vérifier si réellement il y avait la présence des troupes étrangères sur notre territoire, au même moment, les Nations Unies avaient initié une telle enquête. Les experts des Nations Unies ont publié leur enquête. Nous également, en tant que gouvernement, nous avons publié les nôtres. Donc la question qui se pose, ce n'est pas qui a publié les rapports le premier. Donc c'est là où la question se pose. C'est là où la question se pose. La question qui se pose plutôt, c'est d'avoir suffisamment d'informations, de preuves pour démontrer à la face du monde que le pays est agressé. Moi, je pense que c'est ça le problème. Okay, malgré les rapports... tous les moyens ont été mis à la disposition, bien sûr, pour pouvoir vérifier effectivement s'il y avait 2 étrangers sur notre territoire ou pas, et ça a été prouvé. Cette fois-ci, il n'y avait pas que nous qui l'avons démontré, puisqu'il y avait encore la mission des experts des Nations Unies qui ont fini également par démontrer qu'il y avait effectivement des étrangers parmi les éléments de M23. Ok, ça c'est vrai, c'était connu depuis le nous des temps que les étrangers étaient sur notre sol et comme toujours, ils faisaient ce qu'ils voulaient faire, donc la chasse aux autochtones et le pillage systématique de minerais. Nous allons revenir à l'est de la RDC où nous avons vu l'encre couler, la salive se sécher. Revenons un peu du côté du Katanga. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps. Encore une fois de plus, les malfrats ont marché sur la ville. Vous ne voyez pas encore une fois qu'il y a un problème de la sécurisation du pays? Par rapport au dossier de Katanga, effectivement, ça c'est un problème d'information. C'est Maïmaï qu'on a vu défiler dans la ville de Lubumbashi. Ce n'était pas pour s'aimer les pauvres, mais c'était plutôt pour s'y rendre. Mais le problème est que la population n'était pas informée, qu'il y aurait autant de personnes, qu'il y aurait de ces Maïmaï qui devaient se rendre auprès de la MONUSCO, ou auprès des autorités de notre pays. C'était plus une question d'information. Et puisque l'information n'a pas circulé convenablement, il y a eu un problème d'organisation. Et bien sûr, moi je suis en train de vous parler, s'il vous plaît, M. Kayembe, d'abord le responsable de la région militaire a été suspendu, c'est pas pour rien, parce qu'il y a eu 2 manquements graves. C'est quelque chose qui ne devait pas se produire ainsi. De 2, il y a bien sûr une mission d'enquête qui est diligentée actuellement par l'Assemblée nationale, qui nous permettra de voir un peu plus clair par rapport à ce qui s'est passé avec l'excursion, bien sûr, de Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi. Mais est-ce que, encore une fois, est-ce que le pays est sécurisé? Si ces gens-là peuvent quitter la brousse, parce que je connais bien Lubumbashi, pour avoir y vécu pendant très longtemps, ils entrent par le Rouachi, sans que les autorités soient informées, ils terminent la commune de Rouachi pour maintenant entrer dans la commune de Lubumbashi. C'est alors, et alors seulement, qu'on envoie les militaires ou les policiers à leur rencontre. Les autorités étaient informées, M. Kaïm. Les autorités étaient informées. Mais c'est plutôt la population qui n'était pas suffisamment informée. C'est pourquoi il y a eu panique. Parce que ces gens, ces Maïmaï, devaient se rendre aux autorités, de même soit aux représentants de la MONUSCO qui sont sur place, bien sûr, dans la ville de Lubumbashi. Mais il fallait préparer la population, informer suffisamment la population. Mais étant donné que la population n'a pas été suffisamment informée, il y a une panique, et c'est ce que nous avons connu comme problème. Donc, dire que les autorités ont été surprises, non, ce n'est pas le cas, parce que tout le monde le savait. Effectivement, qu'il fallait préparer une telle chose. Mais c'est plutôt une question d'information. Et avec, bien sûr, les rapports de l'enquête que nous allons, l'enquête qui est en train de... Bon, d'ici là, je pense que d'ici que le député vont rendre public le rapport de leurs enquêtes, nous finirons bien sûr par établir les responsabilités. Qui a fait quoi? Il y a eu manquement à quel niveau? On n'est pas fiers de ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas en être fier. Ce qui est fait, nous devons maintenant faire le nécessaire pour que ce genre de choses ne se répètent plus. Pour preuve, le chef de l'État a commencé d'abord par suspendre, bien sûr, le chef de la région militaire. C'est déjà un signal très, très, très positif. Ok, très positif. Il y a des noms qui sont cités, entre autres Jean Numbi, qu'on appelle John Numbi actuellement. Ce dernier, il paraît qu'il a beaucoup joué pour l'encadrement de ces malfrats dans la brousse d'où ils sont venus.
Bon, monsieur Kaimbe, vous savez, quand on n'a pas de preuves, je ne préfère pas citer les noms des gens. Non, Comme je vous disais tout à la l'heure, presse le cite. La presse le cite, pas seulement la, une seule la- la- presse. la presse fait citer, parce que vous savez maintenant, chez nous, nous avons parmi nous de journalistes qui peuvent se permettre de citer les noms de quelqu'un sans preuve et sans fondement. Alors, vous n'allez pas non plus nous La presse inviter à internationale faire. aussi. Non, la presse internationale, on a suivi ça sur BBC, on a suivi ça sur Nous RFI. n'avons pas de preuves, nous n'avons pas de Bon, preuves. d'accord, d'accord. Alors, on avance pour ne pas. Attendons les rapports qui sera rendu public par le député et nous saurons effectivement qui et qui a fait quoi. Donc, Est-ce que ça ne sera pas un rapport de façade, puisque nous savons que c'est lui-même qui dirige cette assemblée, ou bien l'assemblée provinciale est citée dans cette salle de zone. il y a eu une enquête des députés de l'Assemblée nationale, Ils sont pas l'Assemblée partisans. Ils provinciale. sont partisans. Voilà. Il y a d'abord, je pense que l'Assemblée nationale n'est pas composée seulement de pros des Antilles. Ça veut dire quoi? C'est une commission qui a été mise en place, composée de gens, de députés de la majorité et de députés de l'opposition. Donc, nous n'avons aucun intérêt de rendre public un résultat qui n'est pas correct. Donc, laissons le temps aux députés de pouvoir nous faire savoir qui a fait quoi et qui est derrière ce genre de choses. Mais pour l'instant, je pense qu'il est trop prématuré de pointer les doigts. Qu'on a cité John Numbi, on ne sait pas, on n'a pas de preuves, c'est mieux de laisser le temps au temps. Ok, alors présomption d'innocence, on attend. Revenons maintenant sur l'actualité nationale qui secoue le monde entier, c'est-à-dire l'Est de la RDC. Nous avons vu une négociation qui tire en longueur sur la terre ougandaise, des va-et-vient du gouvernement et les soi-disant rebelles, les malfrats encore une fois, ils sont logés, nourris et pris en charge par l'agent du contribuable congolais à Kampala. Pour quelle raison? Oui, vous avez raison de poser cette question. Notre souhait, effectivement, c'est de pouvoir finir vite avec ces dialogues parce que, effectivement, on est en train de dépenser de l'argent, et je ne dirais pas pour rien, mais il faut quand même qu'on soit en mesure de pouvoir tirer rapidement une conclusion par rapport à ces dialogues. C'est parmi les engagements que nous avons pris devant la face du monde. D'abord, je ne sais pas si vous vous souvenez de la réunion qui s'était tenue à Addis Abeba concernant la situation à l'est du Congo. Parmi les engagements que le gouvernement congolais avait pris, c'est celui, bien sûr, de pouvoir écouter les M23. Alors, nous n'allons pas demander à nos délégués de regagner directement Kinshasa avant d'aboutir à quelque chose. Effectivement, il y a des difficultés, mais nous essayons bien sûr de discuter, de négocier, et nous espérons que d'ici là, un accord sera trouvé, un accord sera conclu, et ce qui est déjà plus important, et je pense que nous suivons les informations régulièrement, d'ici peu, ça sera la fin parce que il y a la force d'intervention qui doit déjà prendre relais, bien sûr, par rapport, pour essayer un peu de pacifier l'Est du Congo, conformément, bien sûr, à les résolutions qui ont été prises par les Nations Unies. Donc, nous devons finir avec les dialogues rapidement et, bien sûr, laisser la place à cette force d'interposition pour établir l'ordre, bien sûr, à l'Est du Congo. M23, de quel côté vous mettez? Est-ce qu'ils sont là pour négocier leur réintégration au sein de l'armée congolaise ou les civils seront aussi cooptés comme des responsables puisqu'il y a une secousse au pays en ce qui concerne le remaniement du gouvernement, c'est pour intégrer ces gens de M23? Vous savez, à ce qui nous concerne, M. Kaïbé, notre position est claire. Nous devons arrêter à donner des primes à ces personnes qui tuent nos familles. Nous devons arrêter avec cette logique selon laquelle, pour devenir ministre, pour devenir je ne sais qui, il faut prendre les armes, tuer les Congolais, il y aura dialogue, et le lendemain, ils deviennent... Non, il faut que ça s'arrête. Et cette fois-ci, nous voulons un signal fort. Et si vous avez bien suivi, le ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, pour nous, c'est clair. Nous demandons au M23 de s'autodétruire. C'est simple que ça.
Donc, nous ne sommes pas pour ceux qui pensent qu'il faudra une fois de plus prendre ces mêmes personnes, ces militaires, les intégrer dans notre armée pour que d'ici une année, 2 ans, refaire la même chose. Parce que ce genre d'accords, nous les avons connus avec les CNDP. Intégrés dans l'armée, quelques mois, quelques années après, nous retrouvons encore sur la case du départ. Il faut maintenant que les choses évoluent. Donc, la solution pour ces gens-là, c'est la vie civile, avec les processus DDRR. Donc, ça veut dire quoi? Les démobiliser, bien sûr, les réintégrer dans la vie civile. Est-ce que ces gens, en majeure partie, sont des Congolais pour qu'ils redeviennent civils sur le sol congolais? Monsieur Kaïbé, ça c'est une question difficile à répondre. Pour la plus simple raison, quelqu'un qui se dit Congolais, vous ne pouvez pas lui dire que vous n'êtes pas Congolais. On ne se proclame pas Congolais. Voilà, ça veut dire quoi? Ils vont s'appuyer sur des textes qui font d'eux des Congolais. Qui vont vous dire quoi? Mon père est né au Congo, moi je suis né au Congo. En 1960, le roi des Belges disait que tout étranger qui au Congo, qui veut devenir Congolais d'office congolais, l'ordonnance signée par le maréchal Mobutu en 1974 donna la nationalité à toutes ces personnes. Il y aura toujours des choses qui seront dites à ces sujets-là. C'est ça le problème, c'est ça la réalité. C'est très difficile de dire ils sont Congolais ou pas. Et parmi eux, il y a certainement des vrais Congolais. Il y a d'autres qui sont Congolais d'origine étrangère. Mais le problème, ce n'est pas ça. Quand vous choisissez un pays, quand vous choisissez une nationalité, vous devez oublier votre ancien pays. Vous ne pouvez pas trahir ces pays ou utiliser ces pays qui vous accueillent comme champ de bataille. Pas seulement ça, prendre les armes contre le pays qui vous a donné l'hospitalité. Voilà, c'est ce qui est tout à fait dommage. Moi, je pense quand même que ce que nous pourrons proposer comme solution dans l'avenir, nous devons avoir des lois. C'est maintenant un appel que je peux même lancer à nos camarades députés. Il nous faut des lois claires. Tout Congolais d'origine étrangère qui prend les armes contre le Congo, on doit lui retirer carrément la nationalité. Auditeurs, auditrices, vous suivez M. Maxime Longhi, le représentant du PPRD dans le Maghreb, celui-là même qui représente le pays présidentiel dans cette région de l'Afrique. Monsieur Maxime, quand nous parlons du M23, nous parlons du désordre. Ici, nous voyons aussi un autre plan qui a bloqué, c'est celui qui s'était engendré après les élections présidentielles de novembre 2011. Ainsi, le président Kabila a jugé bon d'appeler un dialogue national qui ne semble toujours pas se dessiner ou donner de l'espoir de son début. Bon, M. Kayembe, je dois déjà apporter une petite rectification. Quand le dialogue national ou les concertations nationales prônées par le chef de l'État, ce n'était pas par rapport aux élections du 28 novembre 2011. Nous devons rectifier les choses. C'est par rapport à la situation à l'est du pays. Le chef a été clair. C'est bien sûr dans le souci de pouvoir créer une cohésion nationale. Oui, pour prendre l'opposition aussi. L'opposition semble ne pas être d'accord avec... c'est pourquoi il revendique ce que nous appelons vérité des urnes. Donc, ajouter l'Est et ajouter la méfiance d'une grande frange de l'opposition qui s'oppose au gouvernement actuel. Je pense que tout mis ensemble a fait fléchir le président Kabila. Ça n'a rien à voir, avec ça. Le chef de l'État a été clair à ce sujet. Et ce n'est pas, je tiens une fois de plus à préciser, et ça n'a rien à voir avec les élections du 28 novembre 2011. C'est plutôt en rapport avec la situation de l'Est du Congo. L'opposition est libre. C'est comme disait le président Laurent Désiré Kabila, on ne fait pas une révolution avec les absents. L'opposition est libre de pouvoir répondre à l'appel lancé par le chef de l'État ou pas. Mais ça serait quand même très dommage. Quelqu'un qui prétend aimer son pays, le pays est en danger. Moi, je pense que quand le pays est en danger, quand notre souveraineté est mise à mal, je pense que c'est l'heure où tous les Congolais, ou tout Congolais, nous devons nous mettre ensemble, oublier momentanément nos obédiences politiques et mettre avant tout la priorité, ça serait d'abord l'intérêt de la nation congolaise. Mettons nos appartenances
politique de côté. Quand la guerre a déclenché, je sais pas si vous avez suivi, le chef de l'État, le camarade président de la République, a reçu tout le monde. L'opposition, la majorité, les confessions religieuses, les journalistes. C'est parce que nous considérons que c'est quelque chose qui concerne toute la nation congolaise. Ce n'est pas une affaire du PPRD. Il n'y a pas un État qui s'appelle PPRD. Il n'y a qu'un État qui s'appelle le Congo et c'est notre patrimoine commun. Alors, nous devons arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose, parce que parmi nous, il y a tellement de prophètes des malheurs, même si notre existence en tant qu'État est mise à cause par ces rebelles avec nos voisins, on préfère encore soutenir ces gens-là parce que pour eux, ce sont des gens qui sont en train de déranger les régimes actuels, qui sont en train de déranger Joseph Kabila. Ce n'est pas ça le problème. C'est plutôt le Congo qui est menacé. Moi, je pense qu'un politicien qui aime son pays, un politicien qui se dit nationaliste, un politicien qui dit qu'il est là pour le Congolais, doit répondre favorablement et sans condition. Ça, c'est important aussi de pouvoir le préciser, à l'appel du chef de l'État à la cohésion nationale. C'est ça la réalité et c'est ça la logique même. Qu'est-ce qui s'est fait jusque-là, puisque cela a été appelé depuis décembre et bientôt, presque 6 mois après, il n'y a même pas de lueur d'espoir. Si, il y aura certainement, ce dialogue. Ça, je peux vous rassurer, Monsieur Kayembe. Il y a de gens qui travaillent, hein, des gens, on se prépare. Et sans vouloir parler au nom de camarades qui sont chargés d'organiser cette réunion, cette rencontre, mais moi je peux vous rassurer déjà que cette réunion aura lieu. Et il y a eu effectivement des réactions de part et d'autre. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, et c'est ce que nous avons fait savoir aux autorités du pays, précisément, notamment au président de l'Assemblée nationale, le camarade Aubin Minako, qui est également secrétaire général de la majorité présidentielle, que cette fois-ci, la diaspora ne soit pas oubliée. Et quand on parle de la diaspora, je ne parle pas de la diaspora du parti au pouvoir. Je parle de la diaspora d'une manière générale, parce que ce serait vraiment une grosse erreur qu'à chaque fois qu'il y a une réunion ou un débat sur l'avenir du pays, qu'on oublie la diaspora. Et si vous avez pu lire même un article qui a été publié cette semaine sur Digital Congo à ce sujet, ce qui nous concerne bien sûr le cadre du PPRD à l'étranger, nous avons signifié cela clairement que cette fois-ci, il fallait associer tout le monde parce que tout ce que nous avons comme problème au pays, tous ces complots, toutes ces rébellions sont fomentés avant tout à l'étranger. Alors, oublier ou mettre la diaspora de côté, ça serait une grosse erreur. C'est important de pouvoir associer la diaspora. J'insiste, je ne parle pas seulement de la diaspora de la mouvance présidentielle, mais je parle de la diaspora d'une manière générale. C'est très important aussi d'écouter quand même ce que nos amis, ce que nos frères de l'opposition, ici à l'étranger, pensent. Nous devons écouter tout le monde, puisque nous parlons de la cohésion nationale. Le chef de l'État, les camarades Joseph Kabila, veut la cohésion nationale. Et la cohésion nationale ne se fera pas seulement avec les Congolais qui sont au pays, la cohésion nationale se fera avec tous les Congolais, peu importe bien sûr nos obédiences politiques. C'est un élément très important, j'insiste, à ce niveau. L'opposition, surtout l'opposition radicale de l'extérieur, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle actuellement combattants, pour eux, il n'y a rien à faire avec ceux-là qui sont au pouvoir, puisqu'ils dirigent par défi toute action amorcée par eux. Ils vont y réserver une réponse de non-réponse. Bon, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, M. Donkayembe, on ne fait pas la révolution avec les absents. C'est un appel que nous lançons. Tout Congolais qui aime le Congo est censé répondre positivement à cet appel. Il ne s'agit pas de sauver le PPRD ou la majorité présidentielle, il s'agit plutôt de sauver la nation congolaise qui est en danger. Tout Congolais qui aime le Congo est censé répondre positivement à cet appel. Donc, faisons quand même aussi, il y a des moments où nous devons faire un grand effort d'oublier nos obédiences. Moi, je serais très content
Par exemple, si aujourd'hui même on peut oublier le PPRD diaspora, nous les cadres du parti à l'étranger, et faire venir leurs opposants à Kinshasa pour les écouter, moi je serais d'accord. Ça serait une très bonne chose. Donc quand il s'agit des intérêts du Congo, mon cher frère, M. Kayembe, mettons nos obédiences, nos préférences, oublions tout ça, pensons d'abord, avant tout, à l'intérêt du Congo. Le pays est menacé. Il y a un vaste complot contre notre pays, contre notre État. Et en tant que nation, si nous ne prenons pas les dispositions, parce qu'il y a des personnes qui pensent que le Congo est très vaste, qu'on doit nous diviser, et nous devons lutter. Aujourd'hui, c'est les camarades Joseph Kabila qui est au pouvoir, c'est un individu, ce n'est pas le Congo. Demain, il ne sera pas là, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Mais il faut que le Congo continue à exister. Alors, si nous devons limiter cela aux individus, ça, ce n'est pas aimer le pays, mais c'est aimer un individu ou détester un individu. Donc, moi, je reformule encore cet appel qui a été formulé par les camarades présidents de la République, Joseph Kabila. Nous souhaitons un dialogue inclusif en vue de la cohésion nationale. Et quand on parle national, je ne parle pas du PPRD, moins encore de la majorité présidentielle, je parle de tous les Congolais. Ok, alors vous parlez de la cohésion nationale, mais ces derniers temps, nous avons constaté qu'au sein de la majorité présidentielle, le torchon brûle, où il y a eu une motion contre le Premier ministre Matata Ponyo. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, je tiens déjà à préciser que la motion contre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo n'a pas été formulée, n'a pas été déposée par un cadre du PPRD ou de la majorité présidentielle. Ça a été fait par un député de l'UNC, de Vital Kamerhe, et certaines périodes, bon, ça a pu quand même récolter certainement pas mal de signatures, mais vous connaissez bien sûr l'Assemblée nationale a son statut, et quand on n'atteint pas le nombre de signatures, le dossier ou la motion ne peut même pas être traité, la motion n'est pas recevable. Donc, nous sommes dans l'apprentissage de la démocratie, nous sommes dans la démocratie. Quand un député se réveille et estime qu'il faut interpeller le Premier ministre, il faut tenter de faire chuter le Premier ministre, c'est son droit, mais nous avons des lois aussi que nous devons respecter. Donc, il a pu réunir certaines signatures, malheureusement, c'est insignifiant, bien sûr, pour pouvoir recevoir ne plus que sa motion. Et cette motion, je tiens à préciser, n'a pas été faite par un député de la majorité. Alors, ceux de l'opposition ne constituent pas le quorum pour qu'une motion passe. Et nous avons vu les signatures de certaines personnes de la mouvance qui se sont résignées après, selon certaines langues, après circulation des billets de banque et des menaces aussi. Vous savez, il y a toujours ce genre de polémique, M. Kayembe. Nous sommes dans un pays des informations, des spéculations. Nous sommes de la majorité au pouvoir. Pour quelles raisons devons-nous accepter que l'opposition fasse tomber les camarades Augustin Matata Ponyo, qui est du PPRD, qui est des nôtres? Non, s'il a un bilan négatif, pourquoi pas, même si vous êtes honnête, comme vous l'avez dit plusieurs fois, c'est le Congo, ce n'est pas un individu que vous supportez, eh ben, quelqu'un qui n'a pas d'éléments convaincants, il faut l'écarter. Le bilan du camarade Matata Ponyo n'est pas négatif. Mais comme puisqu'il s'agit d'un bilan, chacun a le droit de pouvoir le juger à sa manière. Bon, parlons-en. Donnez-nous le bilan de ce dernier. Bon, le bilan du camarade Augustin Matata Ponyo, si vous l'avez suivi, lui-même il est revenu sur ça. Il a présenté pas mal de choses qui montrent effectivement, malgré... Il faut quand même rappeler que le pays a été agressé. Le pays est agressé. Ça, c'est important de pouvoir le dire. Malgré tout ce que nous avons connu comme problème depuis l'année passée, il faut dire que le Congo va de plus en plus mieux. Le Premier ministre l'a souligné. Si on doit parler, par exemple, de la croissance économique, vous savez aujourd'hui que le monde, tout le monde est en crise. Hein. Et l'unique continent qui connaît encore une croissance, c'est le continent africain. Et ce n'est pas non plus tous les pays africains qui connaissent des croissances. Mais un pays qui connaît une croissance de 8,2%, vous n'allez pas dire que c'est un pays qui va mal. Non, écoutez, monsieur Maxime, écoutez,
j'ai une bonne connaissance de l'économie aussi. Quand nous parlons des macroéconomies et des microéconomies, il y a une grande distinction. Quand vous nous parlez de la croissance macroéconomique, on ne sent pas ça au niveau du ménager. C'est un problème. C'est un problème, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la première personne à l'avoir précisé, c'était le président de la République lui-même. Si vous avez suivi les discours du camarade président de la République l'année passée en décembre sur l'état de la nation, le chef de l'État a été très clair. Nous observons effectivement que les indicatifs sont positifs, c'est une très bonne chose, mais nous souhaitons surtout son impact sur la population. Le panier de la ménagère. Lui-même qu'il avait souligné. Le panier de la ménagère. C'est parce que nous considérons que par rapport à ce qui est fait en termes d'économie et par rapport à sa répercussion sur la population, c'est encore très minime. Mais on ne va pas dire que rien n'est fait. On ne va pas parler d'amélioration non plus. Pas du tout. Il y a une amélioration, mais nous considérons que par rapport aux efforts qui ont été fournis, cette amélioration reste quand même assez minime. Ok, le bilan. Oui. On peut encore parler aujourd'hui, ce qui fait encore l'actualité. En une année, le Premier ministre Matata Ponyo est en mesure aujourd'hui de doter la ville de province de Kinshasa d'une nouvelle société de transport urbain. C'est là où je vais en arriver. Les bus ont circulé sur Kinshasa juste pour attirer l'œil de Kinois. Et puis, ces bus sont localisés dans une parcelle où ils sont en train de moisir. À quoi bon? Non. Ne parlons pas ainsi, M. Kayembe. On ne peut pas acheter de bus pour en faire un musée. Pour pouvoir créer effectivement une société. Cette fois-ci, le Premier ministre Matata Ponyo n'a pas voulu à ce qu'on fasse ce qu'on a l'habitude de faire. Ça veut dire faire le tapage et pour qu'en fin de compte... Il a fait le tapage. Les charrois motorisés à circuler Kinshasa, donc c'était un tapage rocambolesque. Qu'est-ce que je vais dire par là, M. Kayembe? Le gouvernement avait acheté 200 bus. Au moment où je suis en train de vous parler, cette semaine, il y a eu le deuxième lot, ça fait maintenant 50 bus. Il reste encore 50 bus qui doivent arriver. Ça veut dire quoi? Le Premier ministre attend réunir tout le bus, parce qu'il faut 200 bus pour bien sûr commencer, créer carrément, parce que ça sera carrément une nouvelle société qui sera chargée de pouvoir gérer ces bus. Pourquoi réinventer la roue puisqu'il y a des sociétés qui existaient déjà et ils ont des agents, ils ont de l'expérience dans la matière. Pourquoi encore recréer ou réinventer la roue? On va relancer la STIC, on va relancer Skitrain. Le Premier ministre a été clair à ce sujet. Le fait de pouvoir créer une nouvelle société ne veut pas dire qu'on donne un acte de décès aux anciennes sociétés existantes. Non, pas du tout. Pas du tout. On va relancer Skitrain. Il y a déjà un plan à ce niveau. On va relancer Skitrain, on va relancer Steve, mais on va